en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce samedi 28 novembre 2020, dont voici le sommaire. Des paniers frauduleux qui appartiendraient aux responsables du parti CNDD-FDD sur la colline Rusiga en commune Rugombo ont été saisis ce samedi. Les femmes burundaises réfugiées au camp d'Onduta en Tanzanie sont souvent victimes de multiples violences, dont les crimes, le viol perpétrés par des citoyens tanzaniens. Vous aurez les détails dans ce magazine. Le fichage ethnique est une des stratégies de la politique de discrimination ethnique mise au point par le parti CNDD-FDD. C'est la réaction du professeur Libéran Hibashira Kandi. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la succession foncière de la femme burundaise. On est de chez Magizé à la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par MST Venyungeko. Politique d'abord, le fichage ethnique est une des stratégies de la politique de discrimination ethnique mise au point par le régime CNDD-FDD qui pourrait déboucher sur l'élimination physique surtout des Tutsis. Réaction du professeur Libéran Hibashira Kandi qui explique que ces stratégies sont la seule option du parti CNDD-FDD pour séduire les Hutus après son échec à élaborer et à réaliser les projets de développement. Suivez le professeur Libéran Hibashira Kandi, il est porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Uhir. Le recensement ethnique des fonctionnaires au Burundi et du personnel des ONG viole les principes de protection des données privées. Pourquoi le gouvernement burundais met en avant l'ethnisme? Premièrement, le bilan socio-politico-économique des 15 années de pouvoir du CNDD-FDD est purement catastrophique. Le CNDD-FDD n'a rien à offrir au peuple burundais. Il a échoué lamentablement dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs sont totalement délabrés. Deuxièmement, suite à cet échec dans la gestion du Burundi, pour se maintenir au pouvoir, ils doivent séduire la majorité Hutu en les manipulant, en particulier les jeunes. Les discours codés ou les discours de la haine, les recensements ethniques, le travail de la commission vérité et réconciliation qui consiste à attribuer une seule ethnie aux ossements et restes humains, les fouilles organisées par le pouvoir dans les familles Tutsi et en particulier les anciens forces armées burundaises, toutes ces actions à caractère ethnique ne consistent qu'à séduire les Hutus. Les cahiers que les ménages doivent compléter régulièrement, tout cela rentre dans cette ethnisation de la gestion du pays. Le CNDD-FDD vise tout simplement l'exclusion d'abord politique qui a déjà consommée et l'exclusion économique des Tutsis. La meilleure stratégie de les rendre citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Après cette double exclusion, il est facile de les éliminer physiquement un à un, finalement le parachèvement d'un génocide contre les Tutsis. Probablement qu'il n'y aura pas de massacres de masse, car le peuple burundais et en particulier les citoyens Hutus ont déjà compris que le problème n'est pas si ethnique, mais plutôt un problème d'un mauvais leadership politique, et incompétent, non visionnaire et non patriotes. Deuxièmement, la situation est grave qu'on ne le pense. Les jeunes Tutsis sont pourchassés depuis 2015. Les plus chanceux ont pris le chemin de l'exil. D'autres ont été tués, d'autres croupissent dans les prisons ou sont portés disparus. L'on apprend chaque jour qu'il y a des jeunes portés disparus. Oui, ce sont des Hutus des Tutsis, mais souvent les Tutsis n'ont pas la chance de survivre. Le Burundi a déjà connu un tel drame en 1994, comme le souligne clairement le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies de 1996. Professeur Libéran Hibashira Kandi appelle tous les Burundais, surtout de la composante Hutu, à se désolidariser avec les instigateurs de cette idéologie génocidaire. Il salue également le pas franchi par les Burundais
dans le changement de mentalité. Suivez. Au Rwanda voisin, en 1994, les forces étrangères étaient présentes. Les Nations Unies étaient au courant que les listes des Tutsis avaient été établies depuis le mois de janvier. Vous connaissez la suite. Pour dire que, premièrement, il revient aux citoyens ciblés, victimes de cette politique d'ethnisation, de comprendre la dangerosité de ce recensement. Ils ne faut pas sous-estimer cette action de recensement ethnique. De deux, tous les citoyens burundais, patriotes et en première ligne les Hutus, devraient vraiment refuser et dénoncer publiquement cette politique d'ethnisation de la société burundaise. Ils devraient se désolidariser avec les concepteurs de cette idéologie d'ethnisation et qui débouchera certainement sur un drame. Troisièmement, les concepteurs de cette idéologie d'exclusion politique, économique, psychologique et de l'élimination physique devraient apprendre de l'histoire. Ils sont les perdants car tôt ou tard, ils seront rattrapés par l'histoire. On dit en français que l'histoire n'instruit pas le nègre. Ici, ce proverbe s'applique sur le cas du Burundi. Après le drame rwandais, il est incompréhensible que les gestionnaires du pays puissent mettre en avant l'ethnisation dans la gestion au quotidien du pays. Enfin, il faut souligner que la majorité des Burundais, Hutus Tutsis confondus, souhaitent une cohabitation pacifique et une sécurité totale, une paix durable et un développement harmonieux et durable du Burundi. Il y a des exemples qui montrent clairement que le peuple burundais a déjà compris que la crise politique au Burundi n'est pas si ethnique. Le jour où le journaliste Bob Rugurika a été libéré il y a 6 ans, cette marée humaine depuis Muramvya jusqu'à Bujumbura, c'était des Hutus et des Tutsis. En 2015, les manifestants qui manifestaient, les Burundais qui étaient derrière Agathon Rwasa, c'était toutes les ethnies. On voit clairement que la maturité du peuple burundais, et c'était force, c'était dynamique, c'était volonté, le fait qu'ils ont compris que le problème n'est pas ethnique, que probablement le Burundi n'a pas encore sombré véritablement dans des massacres à grande échelle, mais je précise que le fait d'éliminer un à un chaque jour, le résultat à la longue est le même. Donc il y a urgence que les Burundais soient conscients de ce danger et trouver des mécanismes de le dénoncer, de refuser publiquement cette ethnisation dans la gestion du pays. Des propos du professeur Libéran Nibashira Kandi ont été recueillis par Trésor Nyongabo. Droits de l'homme à présent, les victimes de violations graves des droits de l'homme et leurs familles ou les défenseurs de droits humains peuvent emprunter d'autres voies de recours pour en faire obtenir réparation. C'est le message principal de la campagne de 4 mois lancée ce samedi par la coalition des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Cette campagne a pour objectif d'expliquer et de disséminer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres instruments et mécanismes connexes. Suivez plutôt Vitan Shimirimana, le président de la CBDH. La justice constitue le pilier de la paix de toute communauté humaine et d'un État. La démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme prennent naissance dans un État qui dispose d'une justice indépendante, servant équitablement tous ses citoyens. Depuis l'éclatement de la crise de 2015, les mécanismes et instruments locaux de protection des droits de l'homme ont été paralysés car le système judiciaire burundais a été transformé en outil de répression des opposants et autres voix critiques. Les victimes d'innommables violations des droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme ne cessent jamais de réclamer justice, mais en vain. Face à ce déni flagrant de justice pour un peuple victime de graves violations des droits de l'homme, existe-t-il d'autres voies de recours pouvant être empruntées par les victimes, les familles ou les défenseurs des droits humains pour enfin obtenir réparation? C'est cette possibilité que la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, veut porter à la connaissance des citoyens burundais en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier, à travers une campagne que nous intitulons Campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres instruments et mécanismes connexes. Notre objectif est d'améliorer la connaissance de la Charte par les différentes parties prenantes afin qu'elle puisse se servir de son contenu et pour promouvoir et protéger les droits humains et les libertés individuelles et collectives au Burundi et collaborer avec les mécanismes africains de promotion et de protection des droits humains. Pour y arriver,
Nous expliquerons les différents instruments et mécanismes de promotion et de protection des droits humains mis en place par la Charte. Nous montrerons comment les différents mécanismes protègent les droits humains et comment les défenseurs des droits humains peuvent saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour leur propre compte ou pour le compte des victimes. Nous évoquerons enfin les défis liés à l'accès aux 10 mécanismes par les justiciables burundais et la manière dont les défenseurs des droits humains peuvent les exploiter utilement pour minimiser les obstacles. Cette campagne va durer 4 mois à partir de ce 28 novembre 2020. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Le commerce frauduleux d'épargne a provoqué ce samedi des bagarres sur la colline Rusiga en commune Rugombo de la province Cibitoke pour cause d'épargne qui appartiendrait aux responsables du parti au pouvoir ont été saisis par le responsable du parti CNDD-FDD au niveau collinaire, ce que le chef Imbonerakure sur la même colline n'a pas apprécié. Walter Kwizera. Cette échauffourée a commencé dans la matinée de ce samedi vers 9h entre le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Rusiga et celui des Imbonerakure de la même colline. Notre source indique que les deux responsables du parti CNDD-FDD effectuaient des patrouilles routinières à la rivière Rusizi lorsque des ressortissants congolais sont arrivés en possession de 50 pagnes cachées dans des sacs et dans un seau en plastique. Cet habitant témoigne. Ils étaient tous en patrouille au niveau de la Rusizi comme d'habitude, à la recherche des marchandises frauduleuses. Jean-Claude Nahimana, chef du parti CNDD-FDD sur la colline Rusiga, avait capturé les pagnes frauduleux et disait qu'il devrait les rendre aux autorités. Mais le chef des Imbonerakure, du nom de Jean-Marie Nyonghuru, lui était déterminé à faire passer ces pagnes de gré ou de force et la bagarre a éclaté entre les deux. Par après, les agents de sécurité sont intervenus pour ramener le calme. Le propriétaire de ces pagnes n'a pas tardé à être identifié. Il s'agissait du responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Rugombo. Beaucoup de gens sont par la suite venus pour connaître la raison de cette bagarre. Par après, ils ont découvert que ces pagnes frauduleux à l'origine de cette bagarre appartenaient à Jésus-Marie Mhawenimana, responsable du parti CNDD-FDD en commune Rugombo. Les habitants de la commune Rugombo expriment leur désolation de voir les personnes qui étaient censées lutter contre la fraude occuper le devant dans les affaires frauduleuses. Ce qui nous fait mal, c'est que ce sont les personnes qui étaient chargées de lutter contre le commerce frauduleux qui le pratiquent. Imaginez-vous un responsable du parti au pouvoir qui ose pratiquer la fraude. Si les commerçants ne payent pas de taxes pour leurs marchandises, c'est l'État qui enregistre la perte. Quant à Jésus-Marie Joseph, responsable du parti CNDD-FDD en commune Rugombo, affirme être au courant de cette fraude pratiquée à la rivière Rusizi, mais rejette les accusations portées à son égard. Je ne sais rien à propos de ce dossier. Je n'ai jamais pratiqué ce genre de commerce. En un mot, ces gens sont en conflit lié au commerce frauduleux du haricot qu'ils vendent aux Congolais ou la farine à partir de laquelle ils fabriquent de la boisson appelée kanyanga. Donc, le responsable du parti CNDD-FDD accuse le responsable de la Ligue des jeunes d'être derrière cette fraude. Ce vendredi, 100 kg de haricots qui étaient acheminés vers la République démocratique du Congo auraient capturé sur la même colline Rusiga. Eh bien, merci à toi, Walter Kwizera. La coalition burundaise de défense des droits humains vivant dans les camps des réfugiés CBDH-Vicar se dit inquiétée par le projet de faire un camp unique qui pourra héberger tous les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Léopold Charles Ngabo, vice-président de cette coalition, réagit après la descente dans les camps des réfugiés burundais d'un cadre en charge des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Léopold Shangabo considère tout simplement que le gouvernement tanzanien voudrait finaliser son plan de rapatrier de force
des réfugiés burundais. Léopold Charangabo, il est vice-président de la coalition CVDH Vicar. La connotation de ces violations des droits des réfugiés n'est qu'autre que la Tanzanie veut tout simplement que les réfugiés burundais rentrent. Depuis 2015, la Tanzanie n'a cessé de malmener les réfugiés burundais. Vous vous souvenez que certains réfugiés ont été kidnappés, d'autres subissaient des tortures, d'autres sont arbitrairement emprisonnés et beaucoup d'autres actes de violation. Jusqu'alors, la Tanzanie continue à malmener les réfugiés burundais pour qu'ils puissent décider de rentrer. Avant-hier, cette autorité était à Nyarugusu où il a demandé aux ONG qui travaillent dans le camp de réfugiés de Nyarugusu de diminuer les avantages destinés aux réfugiés burundais. Depuis 2017, ce pays a commencé à détruire toutes les maisons en bonne qualité des réfugiés qui rentrent pour empêcher bien sûr les autres réfugiés burundais de s'y installer. Et aussi, la Tanzanie demande de déraciner tous les champs des réfugiés burundais, sauf les champs des réfugiés congolais. Toutes ces violations faites par la Tanzanie en collaboration avec, bien sûr, le gouvernement du Burundi. C'est pourquoi que nous demandons au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Sinon, toutes ces violations pèseront sur sa tête. Nous demandons aussi l'OHCR de se réveiller pour dire à la Tanzanie de cesser ces violations, car c'est l'OHCR qui devrait plaider pour les réfugiés burundais en premier lieu. Toujours au camp d'Ondouta, les femmes burundaises réfugiées dans ce camp sont souvent victimes de multiples violences dont le passage à tabac, le viol et les crimes perpétrés à leur endroit par des Tanzaniens. Ce qui fait que certaines parmi les victimes manifestent déjà des signes de traumatisme. Vicky Christianinerit. Les violations faites aux femmes s'observent au camp des réfugiés d'Ondouta. Certaines femmes burundaises de ce camp indiquent qu'elles sont souvent victimes de plusieurs violences, dont des viols commis par des Tanzaniens. Nous subissons beaucoup de crimes. Lorsque nous sortons du camp pour aller chercher du bois de chauffage, les Tanzaniens nous tabassent et abusent de nous sexuellement. Certaines d'entre nous sont même assassinées. Ces femmes font savoir que suite à ces violences dont elles sont souvent victimes, certaines d'entre elles manifestent déjà des signes du trauma. Les conséquences liées à ces violences se manifestent déjà, notamment le traumatisme. Beaucoup de ces femmes ont des maladies psychiatriques à cause des violences qu'ils ont subies. Ces femmes du camp des réfugiés d'Ondouta dénoncent les multiples violences au moment où le monde a débuté ce mercredi les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'Institut national de santé publique de Bujumbura, INSP, chargé de diagnostiquer le Covid-19, est débordé par l'effectif des solliciteurs. Ceux qui veulent voyager vers l'extérieur du pays se plaignent du retard des résultats de tests effectués par cet institut. Innocent Valentin Singrangham. Ceux qui fréquentent l'Institut national de santé publique de Bujumbura, INSP, chargé de diagnostiquer sur les tests du Covid-19, se plaignent qu'ils sont souvent en retard pour effectuer leur voyage à cause du retard dans la remise des résultats. Cela serait dû à l'effectif de ceux qui se font dépister, qui est supérieur au personnel de l'INSP. Les gens qui veulent se faire dépister sont nombreux. Il y a un débordement de gens qui veulent voyager. Certains se présentent au bureau de l'INSP à 9h et repartent à 15h. C'est vrai que l'institut est tellement débordé. Notre source à l'INSP révèle également que certains agents du dit institut ont été déployés sur terrain dans différents coins du pays. Les membres du personnel ont été éparpillés dans différents endroits. Ces derniers jours, il y en a ceux qui sont en train de faire ce test pour les militaires. D'autres ont été envoyés sur les frontières. Une autre équipe se trouve au camp militaire de Moudougout.
Les travailleurs de l'INSP qui se sont confiés à la rédaction de la RPA révèlent que le clientélisme et le versement des pots de vin seraient parmi les facteurs à l'origine du retard des résultats du test au Covid-19. À ce propos, nous avons tenté de joindre Olivier Bassegna, responsable de l'INSP, mais sans succès. Merci à toi aussi, Innocent Valentin Singranghabo. La réhabilitation du pont de la rivière Bouyedzi à l'entrée du chef-lieu de la province Makamba figure parmi les priorités. Propos tenus par Emir Ndaïsaba, directeur général de l'agence routière du Burundi, au terme d'une descente effectuée dans l'après-midi de ce jeudi. L'objectif était de s'enquérir de la situation des ponts implantés sur les rivières se trouvant sur la route nationale Bujumbura-Rumonge-Makamba. Selon Emir Ndaïsaba, les travaux de réhabilitation du pont au-dessus de la rivière Bouyedzi devraient débuter à partir de la semaine prochaine. Je vous propose de l'écouter. L'agence routière du Burundi a déjà fait ce constat et elle a déjà mis les études en place et le dossier de ces études a été transmis au sein du marché public. Nous voulons tranquilliser la population qui utilisait cette route que le 30 sera où on va ouvrir les eaux pour voir celui qui va gagner le marché de fourniture afin que les travaux de réhabilitation de ces points qui se sont endommagés commencent. Pour ce cadre, les travaux de réhabilitation de la RN3 vont aussi prioriser la partie de cette route située au niveau de la Rukonwe qui risque de s'effondrer. Encore une fois, Emir Ndaïsaba, directeur général de l'agence routière du Burundi. Nous avons visité le pont Nyengwe, Horia, la province Rumonge, la province Makamba, le pont Mugomba et le pont Lukozi, ainsi que le pont Lubuyezi. Nous avons vu que le pont Lubuyezi était sérieusement menacé, d'où nous avons recommandé aux ingénieurs techniciens que nous sommes ensemble qu'ils vont traiter un dossier dans le meilleur délai pour qu'avant le 15 décembre, les travaux de réhabilitation de ce pont qui est tellement menacé soit quand même débuté. Nous détenons ces éléments sonores de la radio Isanganiro. Grogne de certains habitants de la colline Guicheke en commune Mugina de la province Chibitoke. Pour cause, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Ces habitants avaient cédé leurs propriétés aux victimes des inondations de décembre 2019. En échange, le gouvernement leur avait promis de construire pour eux de nouvelles maisons. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le détail avec Balthazar Mebour. Les familles de la colline Guicheke qui ont cédé leurs propriétés en faveur des victimes des inondations de la localité de Nyemundu sont au nombre de 78. Ces dernières avaient été promises des maisons construites dans ces mêmes propriétés. Cependant, parmi les 78 familles, 43 seulement ont bénéficié des parcelles, mais non construites, regrette cet habitat de la colline Guicheke. Ils nous ont promis une maison bien construite pour chaque famille qui a cédé sa propriété. Pourtant, certaines familles n'ont rien bénéficié. C'est une quarantaine seulement qui a eu des parcelles, mais non construites. Nous leur demandons d'honorer leur engagement, c'est-à-dire de nous octroyer des parcelles et des maisons bien construites. Cet habitat de la colline Guicheke indique qu'ils faisaient vivre leur famille grâce aux propriétés qu'ils ont cédées. On cultivait dans ces propriétés plusieurs variétés de cultures, notamment la patate douce, la pomme de terre et le petit pois. Vous comprenez que les propriétés avaient une importance capitale pour nous. Nous demandons donc qu'on nous donne des parcelles et des maisons bien construites, comme il nous a été promis. La situation se présente ainsi sur la colline Guicheke au moment où le rapport de l'Office des Nations Unies pour la coordination des aides OCHA montre que le PNUD a déjà débloqué un montant de $600 000 américains équivalent à 1,2 milliard de francs burundais pour financer la construction des maisons pour 250 familles. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la succession foncière de la femme burundaise. À la présentation, c'est Thierry Bigindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Chaque année du 25 novembre au 10 décembre, ce sont les 16 jours d'activisme sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes pour le monde entier. Au Burundi, les femmes et les filles subissent les violences de toutes sortes. À part les assassinats, les viols, les violences conjugales et autres, les Burundais sont aussi victimes d'une loi discriminatoire sur la succession. Une fille n'a pas le droit d'hériter la propriété de son père. Par contre, en 2004, le Parlement burundais avait voté un projet de loi donnant aux filles le droit de succession au même titre que les frères. Mais ce projet de loi a été rejeté au gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernement n'a eu la volonté de réétudier cette loi pour qu'elle soit promulguée par le chef de l'État. Quel était le contenu de ce projet de loi? Au cœur de la société de ce 28 novembre, nous avons approché Catherine Mabobodi, qui était parlementaire à cette époque, pour qu'elle nous donne plus de détails. Thierry Bigilindavi est à la présentation. Bienvenue. Plus d'un se trompe même à propos de cette loi qui la considère comme une loi qui allait donner le droit de succession aux filles, alors que c'était un projet de loi sur le code de succession, des régimes matrimoniaux et des libertés. Aujourd'hui au Burundi, la loi ne dit rien sur le régime de succession. Elle fait référence à la coutume. L'ancien parlementaire Catherine Mabobodi nous rappelle brièvement le contenu de ce projet de loi. Il s'agit du projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Donc, ces trois domaines, le domaine de succession qui concerne aussi bien les filles que les garçons, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de loi sur les successions des hommes ou des garçons, à part qu'on se réfère à la coutume. On voudrait que cela change parce que ce n'est que le seul domaine qui reste à être régulé par la loi moderne. Concernant les régimes matrimoniaux, beaucoup de personnes peut-être ne le savent pas, mais il y a deux régimes. Quand on décide de se remarier, on peut se marier sous le régime de communauté des biens ou sous le régime de séparation des biens. Peut-être beaucoup de gens ne le savaient pas. Et si on ne l'a pas précisé, on n'a pas précisé ce qu'on veut, vous êtes marié presque automatiquement sous le régime de communauté des biens. Quel a été l'avantage de cette loi pour le pays en général et pour les Burundais en particulier? La première plus-value, c'est qu'il y aurait une existence de cette loi qui viendrait réguler la matière de succession, de libéralité, de régimes matrimoniaux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ce projet de loi aussi viendrait corriger les injustices qu'on a observées jusque-là en matière de succession. Et ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien les garçons que les filles héritent de leurs parents. Il y a des parents qui ne font pas de distinction entre les filles et les garçons. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de loi qui les en empêche. Mais là où il y a des injustices, là où il y a des femmes qui portent plainte contre un mauvais traitement en matière de succession, de libéralité ou de régime matrimoniaux, ils devraient trouver justice à cause de cette loi. Parce qu'aujourd'hui, même les juges n'ont pas de loi de référence quand il y a une question liée à ce domaine. Une autre plus-value, c'est que cette loi, si elle existait, elle pourrait diminuer les violences faites aux femmes parce que il y a des femmes qui souffrent beaucoup sur le toit conjugal et qui ne peuvent pas quitter parce que quand elles vont chez leurs frères, elles ne trouvent pas un bon accueil. Elles préfèrent rester jusqu'à ce qu'elles soient handicapées à cause des violences qui leur sont infligées. Je pense que s'il y avait une alternative pour les femmes qui souffrent sur le toit conjugal, je pense que ce serait bon. Je suis convaincue que ça pourrait diminuer drastiquement les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui a empêché que ce projet de loi soit promulgué? Encore une fois, Catherine Mabobodi. Ce projet de loi avait été voté par le Parlement en 2003, comme vous l'avez dit. En fait, ce qui a dérouté peut-être les gens, c'est que ce projet de loi a pris le processus inverse de ce que nous sommes habitués normalement. Parce que nous sommes habitués aux projets de loi qui viennent du gouvernement, qui vont à l'Assemblée nationale et qui retournent au gouvernement pour être promulgués. Mais ce projet de loi a été initié par les hommes et les femmes membres du Parlement à cette époque. Ce qui m'embête un peu, c'est que beaucoup de gens rejettent ce projet de loi sans avoir pris connaissance du contenu. Parce que j'ai vu beaucoup des hommes, j'ai vu beaucoup des universitaires, j'ai vu beaucoup de chercheurs qui ont pris connaissance de ce projet de loi et qui se sont étonnés que finalement, le contenu en vaut la peine. Moi, je préférerais peut-être que les membres du Parlement, les membres du gouvernement puissent
prendre connaissance de ce projet de loi. S'il y a des choses à rejeter, qu'il le rejette. S'il y a des choses qu'il faut retenir, il faut le retenir. Catherine Mabobori s'entretenait avec mes collègues Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba et Emile Nibasumba de la radio RPA. Les femmes et les filles au Burundi n'ont pas le droit d'hériter la propriété de leur père, alors que le principe d'égalité est universel. Tout être humain doit être traité de la même façon par la loi. Nos sœurs burundaises n'ont pas même l'espoir que demain ou après-demain, ce projet de loi sera promulgué par le pouvoir en place, puisque le gouvernement de CNDD-FDD est sans équivoque. Les Burundaises doivent accepter qu'elles ne seront jamais égales aux hommes. Et c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société. Thierry Biguindavdi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci à Thierry Biguindavdi pour le mini-magazine Au cœur de la société. Merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que prend fin ce magazine. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Et merci à toi aussi, Ms. Steven pour ta collaboration technique. On est amis de Chimagize, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.